contre Glasgow, si j'ai bien compris, donc 21 h. On va se donner cet objectif et on va essayer de faire suffisamment vite pour que les amateurs de sport puissent partager ce grand moment de notre équipe régionale. Allez, les pouvoirs. Ariane Millet donne pouvoir à Bernard Favier. Anne Babianler donne pouvoir à Bruno Bonjean. Frédéric Després donne pouvoir à Françoise Dubessé. Marie-Estelle Sepero donne pouvoir à François Sempin. Claude Chauvet donne pouvoir à Michel Laurent. Gisèle Raffi donne pouvoir à Isabelle Goninet. Et Fabrice Miens donne pouvoir à Roland Chevalier. Et Guillaume Desmoules donne pouvoir à Victor Glass. Avant de commencer cette séance du Conseil, il faut que nous désignions un secrétaire de séance. C'est le plus jeune. Donc c'est Roland. C'est le plus jeune, donc c'est Pierre Alexandre qui sera secrétaire de cette séance. Question. Ah, oui, c'est vrai qu'il faut venir signer. Donc c'est Isabelle qui est secrétaire de séance. Isabelle. Venir signer dès demain, ouais, comme tu es très occupé. Donc on va mettre pardon. Isabelle comme secrétaire de séance. Sur, est-ce que vous avez des questions, des interrogations sur les... Pardon, approbation d'abord du procès verbal. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions par rapport à l'approbation de ce procès verbal? Je vous remercie. Nous allons donc attaquer par les décisions du maire, pardon. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux décisions du maire? Pas de questions non plus. Je vous remercie. Et nous allons commencer par la première délibération. C'est désormais presque une habitude dans ce conseil municipal de faire des décisions modificatives au budget, une certaine agilité pour faire en sorte que nous atteignions un résultat plus que raisonnable, puisque nous dépassons très largement les 80% dans nos politiques d'investissement. Et je vais laisser la parole à Nicolas qui va nous présenter cette nouvelle décision modificative de rentrée. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, la première décision modificative à notre budget, depuis été en mars, une décision modeste dans son ampleur par rapport au montant de notre budget, qui permet effectivement d'augmenter notre investissement de 204 000 €. Déjà la partie fonctionnement, qui est une bonne nouvelle, nous avons nous prévoyons de percevoir 40 000 € de recettes, un peu inattendue, mais qui est une bonne décision. Nous avons placé effectivement, c'est un des rares cas où on peut le faire, l'indemnité d'assurance qui nous était versée dans le cadre du sinistre de la grêle. On a pu le placer puisque c'est la trésorerie, donc on ne consomme pas immédiatement, et donc on aura 40 000 € d'intérêt sur l'année, ce qui n'est pas rien. Et ces 40 000 €, donc, on les basculera immédiatement pour financer notre section d'investissement, comme nous le faisons le plus possible, puisque c'est notre politique, effectivement, de maîtriser le fonctionnement pour financer notre investissement et développer notre commune. Donc voilà, 40 000 € de recettes qu'on bascule en investissement, ensuite en recettes. Donc sur les dépenses d'investissement, on accroît de 204 000 €, plusieurs ajustements. Donc sur le chapitre 20, nous avons augmenté de 82 000 €. Il s'agit d'études essentiellement, une étude pour la rénovation des bâtiments dans le cadre d'une rénovation énergétique avec la Banque des Territoires pour 50 000 € et une étude de 30 000 € de maîtrise d'œuvre pour les travaux de la rue Chalut qui sera programmée prochainement. Vous savez que la rue Chalut est empruntée fortement dans le cadre de la déviation de la Médici. Donc voilà, nous prévoyons une rénovation, une qualification de cette rue. Il faut qu'on prévoie des études. Voilà pour les 82 000 € en chapitre 20. Chapitre 204, 60 000 € supplémentaires de subvention d'équipement au syndicat qui est le syndicat unique pour la cuisine centrale. Nous avons adhéré effectivement à ce projet dans le cadre du projet alimentaire territorial, donc par rapport aux travaux qui doivent être effectués au sein de cette cuisine centrale de QC, les communes sont appelées à participer, donc c'est notre contribution. Sur le chapitre 21, nous augmentons ce chapitre de 165 000 €.
Plusieurs opérations dans ce chapitre d'acquisition. C'est essentiellement des véhicules que nous allons acquérir pour nos services, un véhicule de trafic tranquille, un véhicule camion Allion 62 000. Il y a aussi une écriture d'échange de parcelles entre Vichy Communauté sur la boucle des îles, donc là, totalement 69 000 €, mais on a une recette en place du même montant. Voilà essentiellement donc, les opérations de ce chapitre d'acquisition. Et par rapport au chapitre 23 des travaux, là on est diminué de 103 000 € pour les raisons suivantes, il y a des plus et des moins. On avait prévu des crédits pour l'église, et finalement, le montant de la toiture, Bernard, c'est ça, les travaux sont moins onéreux que prévu, donc on a pu faire une économie de 100 000 € sur l'église pour la toiture. Par ailleurs, nous avions un projet d'aménagement, Janzé, du parking. On sait qu'on ne le fera pas cette année, donc inutile de maintenir ces crédits, donc ça fait moins 104 000. Par contre, on réinjecte 100 000 € en voirie, notamment dans le quartier de Chantemerle. Donc moins 200 plus 100, ça fait à peu près moins 100 000 € sur les travaux. Voilà, et en recette, on retrouve effectivement donc, le virement qui vient de ces intérêts. Il y a un produit de cession, donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est un terrain qu'on échange avec un CAFO, et puis on équilibre avec un emprunt modeste de 95 000 €. Donc voilà, c'est une chère collègue, une DM d'ajustement modeste, mais qui confirme notre volonté de poursuivre une politique d'investissement ambitieuse. Pour compléter, avant de vous laisser la parole, mes chers collègues, je voudrais insister sur 2-3 points de cette DM, notamment ces 50 000 € de maîtrise d'œuvre sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Moi, je suis très heureux et je remercie vraiment les services, et notamment les services techniques qui ont fait un gros travail cet été, puisque, je vous rappelle l'objectif, c'est pour faire face à la flambée de l'énergie, on s'est lancé, et j'ai eu quelques discussions avec la Banque des Territoires, je pense qu'on fera partie, en tous les cas, j'espère qu'on sera les premiers, une des premières communes de l'Allier, à se lancer dans ce vaste plan de rénovation énergétique des bâtiments publics. On a un objectif avec ce projet-là, c'est d'aller réduire, de faire des économies d'énergie à hauteur de 30%. C'est le contrat qu'on passe avec la Banque des Territoires, et cette maîtrise d'œuvre va nous accompagner dans le cadre de ces travaux. Donc, ces 50 000 € de maîtrise d'œuvre, derrière, ça va avoir un résultat très positif pour notre commune, puisque c'est des économies d'énergie qu'on va chercher. On investit encore plus là aussi, où les habitants nous attendent, notamment sur la voirie, et on avait prévu, notamment dans ce chantier de la rue des Fauvettes, de la faire en 2 phases, et nous allons la faire en 1 phase, pour plusieurs raisons. En tous les cas, une majeure, c'est qu'il paraissait judicieux, tant que les équipes sont sur place, et que ce qu'on appelle les bases de vie de chantier sont sur place, eh bien de trouver la solution la plus adaptée pour que nous puissions faire cette deuxième partie. Et puis enfin, il y a ces fameux 90 000 € de véhicules. Là aussi, il y a une véritable volonté de la collectivité j'aurais presque tendance à dire, d'améliorer les conditions de travail de nos salariés, puisque nous allons notamment nous équiper d'un nouveau camion à haillons. On en avait un qui était assez vétuste et qui tombait en panne. Et quand le camion utilisé par la logistique, en grande majorité, tombait en panne, eh bien c'était de la manipulation supplémentaire pour nos équipes. Donc vous voyez, 3 volets, économie d'énergie, investir sur la voirie, un souci et une préoccupation de nos habitants, et 3, travailler aussi à destination de nos personnels pour améliorer les conditions de travail pour nos équipes. Je vous laisse la parole, mes chers collègues. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations par rapport à cette décision modificative? Monsieur Bonjean, pas de questions non plus. Eh bien, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 3, le repas des aînés, et c'est notre chef de projet. Toujours Nicolas. Oui, effectivement, on vous propose de réévaluer 2 tarifs pour le repas des aînés, puisqu'on a le budget augmenté chaque année, notamment 7 heures, pour l'inflation actuelle, plus le palais du lac aussi. Donc, bien sûr, on maintient, on n'augmente pas, bien évidemment,
le tarif pour les voix de plus de 70 ans qui sont le cœur de cible de cette manifestation qui a un succès grandissant, qui a 770 personnes l'an dernier. Pour autant, 770 personnes. Donc, par contre, on fait au prix coûtant le repas pour les Bellevillois de 70 ans et de moins de 70 ans, donc à 32, et pour les accompagnements extérieurs à 38 €. Voilà, pour équilibrer le budget de cette manifestation. Là aussi, beaucoup de bon sens dans la réflexion du groupe de travail autour de Nicolas, qui était surtout dans ces temps qui sont encore difficiles pour un certain nombre de nos seniors. Il ne fallait pas toucher au tarif sur le cœur de cible. Je rappelle que le repas des aînés, il est d'abord destiné en priorité pour les 70 ans et plus de notre commune, donc il fallait bien évidemment ne pas toucher à notre cœur de cible sur ces nouvelles solutions de tarif. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, M. Grèce. 2 abstentions avec M. Desmoules. Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée, je vous remercie. Et bien là, nous allons avoir délibération 4, 5 et 6 avant de laisser la parole à Bernard. Qu'est-ce qui présente ces délibérations C'est Anne-Laure, pardon. Juste avant de laisser la parole à Anne-Laure, faire une petite introduction à ces 3 délibérations. On va demander des subventions, souvent des délibérations sur lesquelles on est tous d'accord, puisque à travers ces 3 délibérations sur les grands projets que nous sommes en train d'initier dans notre commune, je pense entre la maison des associations, pas la maison des associations, mais la place de la source intermittente, notamment dans le dispositif Cœur de Ville, Cœur de Bourg et pour notre église, nous allons chercher pas moins de 1 153 000 € de subventions. Je le dis et je le répète, et c'est pour ça que tant mieux, heureusement et tant mieux que nous avons des accompagnants comme le département de l'Allier, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme l'État, pour nous permettre de porter ces grands projets d'investissement, puisque quand on regarde la hauteur de ces enveloppes, bien évidemment, si nous étions seuls, nous n'aurions pas cette capacité à investir sur nos territoires. À l'heure où j'entends que les collectivités territoriales sont un peu dans l'œil du cyclone quant à la dépense, en tous les cas, moi je me félicite de l'accompagnement de nos acteurs territoriaux, que sont le département, sur le projet du dispositif Cœur de Ville, Cœur de Bourg, c'est le département et notre agglomération qui nous accompagnent, qui sont les 2 plus grands accompagnateurs, et notamment aussi se féliciter de cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous accompagne grandement sur tous les projets qui sont portés non seulement dans notre commune, mais aussi dans notre communauté d'agglomération. Merci Monsieur le maire. Donc en effet, les 2 prochaines délibérations, elles portent sur le projet, l'accompagnement financier du projet place de la source intermittente des parcs. Donc on vous rappelle simplement que ce projet, il est estimé, enfin il a été octroyé au cabinet Albernia comme maître d'œuvre pour un montant de 2 300 000 € hors taxe, et que sur ces 2 300 000, on sort momentanément 300 000 qui en fait feront l'objet d'une autre demande de subvention qui concernera la halle couverte pour le marché. Et donc sur les 1 899 000 restants, on demande en effet le concours du département de l'Allier qui donc nous accompagne à hauteur de 543 000 € sur ces 1,9 million. Ça c'est la première délibération. Donc c'est vrai que c'est un partenariat qui est incontournable, c'est le plus gros partenaire, le département. Bon, pour les Bellevillois et pour les citoyens en général, c'est l'argent des contribuables, c'est vrai, mais c'est la bonne entente et puis la volonté de porter des projets communs entre départements, agglomérations, communes. Et c'est pas parce qu'on travaille ensemble que certains sont le chef d'autres élus, c'est vraiment un partenariat et il faut s'en réjouir plutôt que de chercher la petite bête dans ces genres de partenaires. Donc, merci au département, merci à notre conseillère qui nous fait le relais de ces grands projets. En effet, si on fait le total des subventions, vous verrez qu'avec la deuxième délibération, où nous cherchons 350 000 € auprès de la région Auvergne, eh bien, on est déjà sur un autofinancement de la commune qui se résume à 625 000 € pour un projet de cette ampleur. Donc c'est évidemment grâce à ce travail en commun.
qu'on vous demande de nous accompagner dans la recherche de ce financement qui nous permettra de voir cette nouvelle place de village et cette redynamisation économique de notre cœur du ville. Alors, oui, pour la première délibération. Première délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur la première délibération, sur la subvention du conseil départemental, sur l'enregistrement source intermittente? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Deuxième subvention du conseil des... C'est la 5, pardon. Sur l'aménagement toujours de la place de la source intermittente. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 6, et là c'est une subvention du conseil départemental pour les travaux de rénovation de l'église Saint-Laurian, qui normalement, et je regarde du coin de l'œil mon camarade et collègue Bernard, qui devrait normalement démarrer le 21 octobre. Le 21 octobre. Donc, une bonne nouvelle, puisqu'on a appris ça, c'est hier, je crois qu'on a eu cette information. Le 21 octobre et le 8 novembre, ce sera donc le deuxième montage. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? On n'a pas annoncé le montant pour la délibération. Alors, là, on est sur une subvention du conseil départemental de 210 000 euros. 210 000 euros. Pour un montant de travaux de 716 000 euros. Savoir qu'on a déjà une subvention de 100 000 euros au bout de Monsieur Grec, vous avez une question? Oui, j'ai une question. On en a discuté en commission et on vous avait demandé de nous faire parvenir le dossier de demande de subvention avec les devis pour comprendre un petit peu, notamment sur l'église, quels étaient les travaux envisagés, en particulier ce qui est qualifié dans la délibération d'embellissement intérieur. Nous ne les avons pas reçus et je me suis permis d'aller voir M. BGS pour lui demander. Il m'a expliqué qu'il n'a pas pu me les adresser. Ouais, en ce moment, on est, pour être très transparent, on est dans une situation qui est un peu compliquée. Vous avez remarqué que les personnes qui gèrent le conseil municipal, c'est ce qu'on appelle dans le jargon professionnel, sont des juniors, puisque l'assistante, mon assistante historique, Joël Jalia, est partie en retraite, et c'est Clémentine qui a repris une partie du dossier du conseil municipal. Et puis l'assistante de notre directeur général des services, Coralie, est partie beaucoup plus tôt que prévu pour un congé maternité. Et ce qui fait que nous étions un peu sous tension pour la préparation de ce conseil, mais vous aurez bien évidemment tous les documents que vous demandez dans les plus brefs délais. Soyez-en rassurés. J'en doute pas, mais avec c'est un petit peu interpellant pour des travaux que vous annoncez comme commençant dans moins de 2 semaines, de ne pas être en capacité de faire parvenir un dossier avec quelques devis et un projet. Et notamment quand il s'agit de voter une délibération qui, de fait, en ce qui me concerne, ne C'est une demande de subvention, monsieur Bacon. Oui, mais on peut légitimement s'interroger et avoir besoin de savoir pour quel type de travaux on demande. Vous les aurez, on vous les fera passer dans les plus brefs délais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais là, on est sur une demande de subvention. Donc pas d'information sur le détail de ces travaux. Sur le détail des travaux, comme on vous l'avait dit, on n'a pas. S'il y a bien un sujet, on va rentrer sur les détails des travaux, c'est à l'occasion d'une commission. À l'occasion de cette commission, vous nous aviez demandé des documents, on vous a dit qu'on vous enverrait des documents, on n'a qu'un problème d'envoyer des documents. Vous savez, j'ai été très longtemps dans l'opposition. Quand on demandait des documents à la majorité, je crois que dans 5 cas sur 10, on ne les avait pas, et on ne les a jamais eus. Donc, encore une fois, nous sommes transparents, je vais vous expliquer les raisons qui ont fait qu'on n'a pas pu vous donner ces documents en temps et en heure. Ça ne change pas grand-chose par rapport à cette délibération, puisque une délibération, on demande des subventions. On n'est pas sur une délibération, on va voter, on va organiser des travaux, on est sur une demande de subvention. Donc, nous ne voyons pas, il n'y a pas forcément d'urgence à avoir le détail des travaux pour aller demander une subvention au conseil départemental. Donc nous n'avons pas les informations. Nous vous les ferons passer, sans problème. Est-ce qu'il y a des abstentions? 2. Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée, je vous remercie. Question numéro 7 sur le tableau des effectifs. Alors, il y avait une question, et je l'avais notée sur cette délibération qui avait été posée par M. Bonjean quant à la démission du comité technique.
puisque ce qui a fait un retard, notamment par rapport à ces procédures RH, et notamment pour la collectivité de Bellerive, c'est que nous avons eu une démission du comité technique. Et à l'époque où vous me l'aviez posé la question au conseil municipal, le comité venait de donner sa démission dans sa totalité, et je vous avais dit que malheureusement je ne pouvais pas vous donner les raisons de cette démission, puisque je n'avais pas rencontré les membres du comité technique, et donc je ne savais pas le pourquoi du comment de cette démission. En sachant que le principe d'un comité technique dans la relation employeur-employé, eh bien évidemment, comme je vous l'avais expliqué, j'ai essayé de trouver des réponses. Il y a bien évidemment des sujets de désaccord dans le cadre d'un comité technique. La mairie de Bellerive essaie de faire un maximum de choses, essaie d'apporter un maximum de solutions pour que la qualité de vie des personnels de la mairie soit des meilleurs. Et puis il y a aussi quelques sujets de désaccord, et nous avions 1 ou 2 sujets de désaccord, et notamment sur le versement des primes. Et j'avais expliqué notamment en comité technique la difficulté pour Bellerive de verser des primes, puisque, et là vous l'avez beaucoup entendu, les collectivités territoriales qu'on montre du doigt aujourd'hui ont pris de plein fouet les décisions d'un gouvernement. Tant mieux qu'on augmente les points d'indice. Mais quand le gouvernement décide d'augmenter les points d'indice, c'est les collectivités qui paient. Et donc, bien évidemment, ça a eu une incidence sur cette fameuse ligne 0,12 et les masses salariales qu'aujourd'hui tout le monde est en train de scruter à la loupe. Et on se demande pourquoi le fameux 0,12 explose. Tout simplement parce qu'il y a un moment, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises et qui sont impactées directement sur les collectivités. Donc, comme d'habitude, et comme je l'ai expliqué à mon comité technique, je m'interdis cette espèce de facilité qui est une religion dans certains cas, de dire à un moment, quand il faut payer les factures, on va faire les poches des contribuables. Je m'interdis cette solution. Donc ça veut dire qu'à un moment, j'ai expliqué que dans l'état actuel des choses, ça n'était pas possible. Et sur les tickets restaurants, c'était exactement la même situation, que la mairie de Bellerive aujourd'hui a des charges extraordinaires, non seulement sur la masse salariale, mais aussi sur les énergies, que j'entends l'interrogation du comité technique et d'une partie des employés de la mairie. Et là, j'ai été très clair, la porte n'est pas fermée. J'attends tout simplement que nous retrouvions des trajectoires financières plus adaptées pour se pencher sur ce dossier des tickets restaurants. Ça, c'est l'avis d'un comité technique, le désaccord. Mais le désaccord, c'est ce que je vous avais dit. C'est pas ça qui a fait la démission. Enfin, je ne l'entendais pas. Il y avait, quand on a eu cette discussion avec le comité technique, il nous reprochait un manque d'échange avant la préparation des CD et peut-être d'avoir un échange un peu plus informel avec l'équipe municipale, notamment avec le maire. Ce à quoi nous avons répondu aux 2 interrogations. On a fait un CD la semaine dernière. Il y a eu une préparation qui a été faite avec l'adjoint Michel Laurent en charge du personnel et le directeur général des services. Et puis j'ai proposé au comité technique, vous voulez me rencontrer pour avoir une discussion informelle autour un peu du cap qu'on souhaite donner dans la collectivité. Moi j'ai dit, écoutez, je vous laisse organiser un calendrier, me faire des propositions de rendez-vous, je m'adapterai à ce que vous nous demanderez. Sans tomber dans l'absurdité de la réunion unique tous les mois pour parler de cap, mais en tous les cas, ça peut être une formule au trimestre, au semestre. Et donc, vous voyez, on a retrouvé la bonne formule. J'en veux pour preuve qu'il a fallu réorganiser parce que tout le système était bloqué sur le plan des ressources humaines. Et comme je pense qu'on s'est à peu près tous entendus, eh bien, on se rend compte que dans ce nouveau comité technique, il y a beaucoup de membres de l'ancien qui avaient démissionné. Je vais donc laisser la parole à Michel pour présenter toute cette partie ressources humaines. Je vous l'avais dit, les ressources humaines, c'est des sujets qu'on va aborder à chaque conseil, puisque dans cette fameuse simplification du toilettage du tableau des effectifs, il faut qu'on rentre toutes les possibilités d'emploi, on en prend un, puis on les ressort après. Oui, donc ce tableau d'effectifs, ce nettoyage se fait sous la nouvelle forme qui a été demandée, qui permet une visibilité supplémentaire et une transparence totale. Certes, en termes de simplification administrative, je pense qu'on en est loin, c'est tout l'inverse. Donc là, effectivement, comme l'a dit M. le maire, dans chaque recrutement, on est obligé de mettre tous les postes possibles qui peuvent prétendre à ce recrutement. Et une fois qu'on aura choisi donc, la personne qui sera embauchée, il faudra faire tout le travail inverse, c'est-à-dire
enlever tous les postes qui n'ont pas été retenus. Donc là, c'est ce qu'on vous présente ce soir, un nettoyage habituel, avec des recrutements pour l'agent d'état civil qui est en cours, recrutement pour un agent de la logistique on a des entretiens pour la semaine prochaine, et puis également pour les autres postes espace vert et sport prévention qui est marqué dans ce document. Voilà, rien de particulier. Peut-être compléter un moment sur le dernier sujet qu'a abordé Michel, sur le sport prévention. On a un objectif, là aussi, on est dans la suite des Jeux Olympiques. On a vu à un moment que le sport est un extraordinaire fédérateur, un extraordinaire rassembleur, et on a vu des belles choses pendant ces Jeux Olympiques. Et on a un déficit de sport à l'école. Alors c'est rigolo parce que pendant les Jeux Olympiques, il faut faire du sport, il faut faire du sport. Et puis on s'aperçoit que dans nos écoles, aujourd'hui, alors qu'il est préconisé de faire 3 heures de sport, on a 1 heure de sport. Et ça depuis la nuit des temps. Donc aujourd'hui, on a choisi d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que apprendre la vie sportive à nos gamins, c'est aussi les faire vivre mieux ensemble. Et derrière ce vivre mieux ensemble, eh bien, c'est aussi l'idée d'aller chercher un peu moins de tension dans nos écoles, et Dieu sait que parfois c'est un peu tendu, d'aller chercher moins de tension et puis d'essayer de porter une vie collective autour des valeurs sportives. Donc restons dans la dynamique de ces Jeux Olympiques, et aujourd'hui en tous les cas, on a la ferme volonté d'aller développer le sport, non seulement dans les écoles élémentaires, mais y compris dans les écoles maternelles, où on doit apprendre dès leur plus jeune âge à nos petits à vivre ensemble autour du sport. Avec un projet aussi qui a été clairement identifié dans les 2 cas, y compris pour les écoles maternelles et pour les écoles élémentaires, puisque on en parlera en fin de conseil sur la délibération que va nous présenter François sur les effectifs. Il y a ce projet de redynamisation des écoles de la République qui a eu un très bon résultat et on va le voir tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier à un moment les objections des parents. Et notamment, il y avait une objection qui est revenue souvent quand on a fait cette enquête et dans le cadre de ce projet de redynamisation des écoles de la République. C'est l'apprentissage des langues en école maternelle et en école primaire. Eh bien, on a peut-être trouvé cette possibilité, vous voyez, d'associer le vivre ensemble du sport et l'apprentissage des langues, et c'est ce qu'on a demandé en tous les cas à nos futurs éducateurs sportifs sur ces sujets-là, eh bien, de commencer à apprendre le sport en utilisant notamment l'anglais. Vous voyez, donc on arrive à répondre à ce double objectif du sport à l'école et du sport qui sera plutôt proposé dans la version anglaise. Je préfère être très clair pour qu'il n'y ait pas de méprise. Nos gamins à la sortie des écoles élémentaires de Bellerive ne sont pas bilingues. Mais en tous les cas, on aura commencé à les préparer et à l'apprentissage des langues étrangères. Et je crois que c'est plutôt une bonne chose. Et ça répondra en tous les cas à l'objection que les parents pouvaient nous faire sur ce manque de langue étrangère dans nos écoles de la République. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Moi j'ai une question, merci pour ces explications, puisque vous évoquiez en début de présentation de la délibération la question de la qualité de vie pour les agents de la collectivité comme une priorité. J'en profite donc pour vous interroger sur la qualité de l'environnement de travail au sein de la collectivité. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu votre perception actuelle du climat social dans la collectivité, des relations avec les partenaires sociaux, et puis en lien aussi avec le suivi de l'absentéisme, si c'est pertinent, puisqu'on a eu par le passé quelques difficultés sur ces points. Alors, je crois que sur les partenaires sociaux, je viens de l'évoquer avec M. Blanc, donc je ne vois pas ce que je pourrais vous apporter de plus là-dessus. Si vous connaissez une collectivité ou une entreprise dans laquelle il n'y a pas d'opposition dans ces discussions-là, bien évidemment qu'on en a. Encore une fois, j'aime bien, c'est très intéressant de faire le focus sur ce qui nous divise. C'est important de regarder les chemins qui ont été faits. Et je peux vous assurer que, c'est d'ailleurs ce que j'ai bien évidemment rappelé au comité technique, qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on a été interpellé. On a fait la liste à l'après-vert, sur lesquels on a été interpellé, notamment, je pense au premier sujet qui me vient à l'esprit, les heures supplémentaires. À un moment, pour tenir notre fameuse trajectoire du 0,12, on s'était interdit de payer, et que pour répondre aujourd'hui aux problématiques de pouvoir d'achat, on a
plutôt lâché sur ce sujet-là, pour justement donner un peu plus de pouvoir d'achat à nos collaborateurs de la collectivité. On a mis en place des dispositifs, je crois, plutôt assez innovants, quand un certain nombre de nos collaborateurs, et je connais les niveaux de vie et les salaires des catégories C dans les collectivités territoriales. On a proposé une solution qui a pu faire bondir, parce que dès qu'on emploie travailler plus pour gagner plus, ça hérisse le poil à tout le monde. Mais en tous les cas, on a proposé des solutions à nos collaborateurs en disant, eh bien, aujourd'hui, je peux donner un certain nombre de missions à des entreprises. Si certains d'entre vous et certaines d'entre vous sont prêtes à les prendre, eh bien, j'enlèverai et je proposerai à nos collaborateurs de prendre ces missions, avec cet objectif de faire des heures supplémentaires. Vous voyez là, on n'est pas dans une augmentation du budget de fonctionnement, puisqu'on enlève à un moment une partie des charges à caractère général pour les repasser sur 0,12. C'est-à-dire qu'on fonctionne à budget constant, mais avec un peu d'originalité. Et puis oui, on a des sujets sur lesquels c'est un peu difficile. Mais c'est normal, ça fait partie de la vie d'une collectivité. Et le climat social, quand je regarde par rapport aux autres collectivités, quand on a des interrogations, notamment, je vais prendre un exemple très récent sur les conditions de travail quand on a en période de canicule. Et regardez ce qu'a fait la mairie de Bellerive, et regardez ce qu'ont fait les autres collectivités. On est allé beaucoup plus loin. Parce qu'à un moment, il y avait des dispositifs qui ont été mis en place pour les services techniques, mais les personnels qui travaillent dans les bureaux de la mairie étaient exactement soumis aux mêmes problématiques, et on s'est dit à un moment, est-ce qu'on va porter un service public judicieux quand la mairie est ouverte entre 15h et 17h, où les températures sont les plus chaudes? Eh bien, on a adapté les horaires. Nous avons été les seuls à le faire. Donc, vous voyez qu'on essaie justement de travailler à cet indice de qualité de vie au travail, et j'espère en tous les cas et en tous les cas c'est l'objectif, qui sera le meilleur pour nos collaborateurs. Si je peux me permettre de reformuler ma question, mais plus courte et plus simple, est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'environnement de travail est de qualité et qu'il fait bon travailler dans notre collectivité? Tout à fait. Mais je ne comprends pas votre question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que c'est pas d'une mauvaise qualité? Je pense que... Je pense que quand on fait le bilan, par exemple, si vous voulez prendre un exemple très concret, très chiffré, sur les arrêts de travail, la mairie de Bellerive n'explose pas sur les arrêts de travail par rapport aux autres collectivités territoriales du SASTRA. Ça s'améliore, on a eu ces échanges il y a quelques mois. Il y avait Ça s'améliore. On a même fait un bilan où on a remarqué un certain niveau d'amélioration, notamment sur les accidents de travail. Je vous rappelle qu'on a travaillé sur un certain nombre de choses, notamment avec notre communauté d'agglomération autour du fameux CityLab. CityLab, cette espèce de mot barbare, à quoi ça sert ce truc? CityLab, c'est un travail entre notre agglomération, l'université d'Auvergne, avec qui nous avions une réunion cet après-midi, où on a mis en place, il y a clairement fait de la recherche sur ces sujets-là, et sur le territoire de la communauté d'agglomération, on est en application. Et donc ça veut dire qu'à un moment, très concrètement, il y a eu autour de ce CityLab, et notamment l'apprentissage des postures pour nos services techniques avant de se mettre au travail. Eh bien, les personnels, notamment des espaces verts, je crois que c'était les personnels des espaces verts qui avaient été les premiers, donc il y avait tout un tas de mouvements. Et là aussi, on a remarqué une certaine efficacité en matière d'arrêt de travail, et donc de qualité de vie au travail. Chaque fois qu'il y a un accident de travail, derrière, on essaye pourquoi il y a eu cet accident de travail. Et en fonction du résultat, il y a des solutions avec le fichier communautaire, c'est ça bien entendu. Et on essaye si c'est dû à une mauvaise posture, si c'est dû parce que la répétition peut-être de soulever des choses lourdes se fait, on essaye de mettre en place des solutions qui vont éviter, ou du moins essayer d'éviter que ces accidents se renouvellent. C'est un travail en collaboration avec le service de prévention de Chico. Et je pense qu'on va dans le bon sens. À chaque fois, on étudie pourquoi. Et on ne peut qu'améliorer les conditions de travail. Et si je pouvais terminer là-dessus, si vous me permettez, beaucoup de nos collaborateurs sont partis dans d'autres collectivités. Beaucoup sont revenus. Je vous invite on pourra vous donner des chiffres là-dessus aussi. Beaucoup sont revenus. Donc ça veut dire qu'on a toujours parfois le sentiment que l'herbe est plus verte dans le trait du voisin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on revient, quoi qu'il arrive, à la mairie de Bellerive. Donc vous voyez, je tendance à me dire que l'ambiance de travail n'est peut-être pas aussi mauvaise qu'on veut bien dire. Après, de l'autre côté, je ne suis pas aveugle non plus. La mairie de Bellerive, c'est une entreprise,
c'est une entreprise avec beaucoup de collaborateurs. Oui, il y a des difficultés. On a forcément des collaborateurs au sein de cette très grande maison. Eh bien, bien évidemment, il y a des burn-out à la mairie de Bellerive, comme partout. Mais en tous les cas, je suis très très vigilant à faire en sorte que ça ne soit pas en dehors de la raison. On est là aussi sur des sujets où il faut être très attentionné. Là aussi, vous l'entendez, en ce qui concerne les collectivités territoriales, on est un petit peu montré du doigt par rapport à nos masses salariales, et notamment où on nous indique il y a la Cour des comptes, je parle sous le contrôle de Nicolas, qui pourra peut-être nous apporter quelques éclairages là-dessus, où on dit aujourd'hui, on a fait beaucoup de recrutements dans les collectivités territoriales, et de l'avis des Français, le service public n'est pas mieux rendu. Donc il y a des vraies interrogations à se poser là aussi. Je crois qu'il va falloir, dans ces périodes budgétaires très compliquées, mais ça aussi, je me félicite de ça, c'est que moi je me félicite de l'agilité de notre collectivité. Là aussi un exemple très concret, le village de Noël. Le village de Noël, tous les personnels sont mobilisés sur le village de Noël. C'est un service public d'événements, de loisirs qu'on va donner à nos habitants. On est mobilisés. Quand on était dans la période d'attentat, on a vu des personnels qui sont allés faire de la sécurité devant nos écoles, qui n'étaient pas que des policiers municipaux. On a des personnels qui se sont engagés. Alors qu'ils auraient très bien pu nous dire, oula, mais attendez, moi c'est pas dans ma fiche de poste, ça je fais pas. Ils l'ont fait. Donc ça veut dire qu'on est perpétuellement dans cet échange. Il y a des efforts qui sont faits de la part de nos collaborateurs. Eh bien, on lâche un certain nombre de choses, et notamment sur les heures supplémentaires, où on était, je me souviens, plutôt très arc-bouté sur le paiement des heures supplémentaires. On ne voulait surtout pas payer les heures supplémentaires. On a lâché un peu là-dessus, on a lâché beaucoup d'aide. Parce qu'aujourd'hui, on les règle à toutes celles et ceux qui veulent se les faire régler. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération? Pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée. Je vous remercie. Délibération suivante. Cession d'une parcelle à l'EHPAD de Pierre Masbeuf. Bon, là, comme on vous l'a expliqué en commission, c'est notre notaire qui nous a interpellé sur une erreur de bornage, c'est ça? Oui, Sébastien, tu peux faire l'ancien tracé du chemin des Fribles n'a jamais été régularisé, faisait toujours partie du domaine public, du coup. Donc il a fallu déclasser cette partie-là dans le domaine privé pour pouvoir le céder à l'EHPAD Pierre Masbeuf, puisque le domaine public est inatteignable. Voilà, merci Sébastien. Il va falloir qu'on fasse un très très gros travail de toilettage, mes chers collègues, parce qu'on se rend compte que, et vous allez voir l'absurdité de situation, le travail n'a pas été fait pendant un moment, et aujourd'hui, on a des trottoirs qu'on pourrait apparenter comme étant sur le domaine public, qui sont encore à des privés, à tel point que ça nous a posé un problème récurrent, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé au sujet. Quand un jour on a voulu poser un poteau sur le trottoir, un des trottoirs en question, pour poser la fibre notamment, et que le propriétaire, enfin le riverain qui habitait de l'autre côté du mur, dit non, vous ne pouvez rien poser du tout, c'est mon trottoir. Et on a vérifié, et quand on a gratté un peu, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de trottoirs aujourd'hui qui ne sont pas propriétés de la commune, qui sont encore propriétés d'un certain nombre de privés. Ça nous interroge d'ailleurs sur le fait que nous ne pourrions absolument pas engager aucun travail de rénovation ou d'investissement tant que ces parcelles ne sont pas devenues des parcelles publiques. Donc il va y avoir un énorme travail de toilettage, on s'est rendu compte de ça grâce à l'histoire de ce poteau et la fibre, donc ça vient exactement compléter la présentation de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Pour rappel, la ville de Bellerive va céder une parcelle à 1 € symbolique à notre EHPAD de Masbeuf pour faire un parc pour l'unité Alzheimer qui va être réimplanté en bas de la maison. Je vous invite d'ailleurs, si c'est peut-être bien, je profite de cette occasion, d'organiser une visite, mes chers collègues de l'EHPAD Masbeuf, puisque c'est un investissement de plus de 4 millions d'euros qui a été fait dans cette EHPAD et qui en fait, je crois, aujourd'hui un établissement référent en matière d'accueil de nos aînés, notamment les plus fragiles, celles et ceux qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Délibération numéro, on en est à combien, la 9.
Délibération numéro 9, autorisation de vente directe de l'EPF à Vichy Communauté. Alors pour rappel, nous avons acheté il y a quelque temps cette parcelle et nous avons fait porter le projet par l'EPF. Nous avions donc c'est le terrain chemin de la Pra, chemin de Pra, de la Pra, chemin de la Pra, et je vous rappelle que l'objectif de cet achat, c'était acheter un entrepôt pour, dans le futur, loger notre centre technique municipal, qui est aujourd'hui, je le rappelle, en zone inondable. Donc si un jour il y a une catastrophe ou une crue, et ce que je ne souhaite pas, dans tous les cas, gouverner c'est prévoir, et en tous les cas on a acheté ce bâtiment, puisque c'est un des rares bâtiments qui est dans cette partie de notre commune qui n'est pas en zone inondable. Et sur cette parcelle, sur cette parcelle où nous avons acheté ce bâtiment, nous avons une obligation qui nous avait été demandée par la préfecture de mettre en sécurité les habitants de la rue Eugénie-les-Gouttes, qui sont actuellement logés sur un terrain du CCAS, en proximité d'Allier, et sur un terrain où le plan de prévention des risques d'inondation, le fameux PPRI, est en aléa très fort. Et donc nous avons choisi, avec la préfecture, puisque la parcelle dont je vous parle n'est pas en zone inondable, eh bien d'installer ce TFL sur cette parcelle. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la communauté d'agglomération qui porte le projet d'aménagement pour les terrains familiaux locatifs. Donc c'est la communauté d'agglomération qui rachète ce terrain à la commune de Bellerive pour un montant de 76 110 € TTC. Eh bien, si nous soustrayons à ça l'achat qui devait être de 320 000 €, l'achat qui a été porté par l'EPF, ça réduit considérablement notre investissement. Et j'ose dire que dans quelques années, le jour où nous allons peut-être imaginer le déménagement du centre technique municipal dans ce bâtiment, et bien que ce bâtiment, puisqu'il y a un locataire aujourd'hui qui est EDD, qui nous paye un loyer, et bien que ce bâtiment aura coûté peut-être bien, voire une somme modique à la collectivité de Bellerive. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée. Je vous remercie. Et donc, 21 h, je pense aussi à nos chers amis internautes, vous aurez pu suivre le conseil ce soir et voir y compris le match normalement au Glasgow. Dernière question, et je vais laisser la parole à Françoise qui va nous parler de la rentrée. La rentrée, je suis très contente de la rentrée, puisque cette année, nous avons 525 élèves répartis dans 4 écoles. L'éducation nationale prévoyait une base d'effectifs de 31 ou 32 enfants, et nous en avons eu 19 de plus à cette rentrée. Donc c'est quand même un delta qui est assez conséquent. Donc au niveau des écoles, dans les 4 écoles, eh bien, on a eu le plaisir d'accueillir M. Aguès, le nouveau directeur. Il a 8 classes et 169 élèves. Ça fait un de plus que l'an dernier. Madame Gué est toujours directrice de l'école Burlot avec 162 élèves. Là, on a perdu un petit peu, on a perdu 9 élèves. Et c'est là où on avait perdu une classe à la rentrée. L'école Varenne a une nouvelle directrice, Madame Jacob, qui était enseignante à une époque à Mac-Dormois. Et là, il y a eu 17 élèves de plus. Elle en a 92, ça en fait 17 de plus que l'an dernier. Et notre dernière école, Madame Causerie, qui est toujours directrice, 5 classes, 102 élèves, c'est-à-dire 10 élèves de plus que l'an dernier. Donc on peut se féliciter de tout ce qui a été mis en place à l'annonce de la suppression de la classe, d'une classe, à savoir la rencontre des parents des enfants qui étaient en dernière année de crèche. On les a rencontrés pour les inscrire, pour leur présenter les écoles. On a fait des journées portes ouvertes pour présenter les différentes écoles. On a créé des livrets d'accueil élémentaires et maternels. On a répliqué ce que nous disaient les parents quant aux amplitudes horaires pour les garderies et pour les profs mercredi. Et on peut dire que tout ça, on le retrouve à la rentrée avec 19 élèves de plus. Donc voilà ce que je peux vous dire pour notre rentrée. Vraiment, là je m'associe complètement à François sur ce sujet de redynamisation de l'école de la République. C'est un projet qu'on avait d'ailleurs présenté pour la première fois. Rappelez-vous, c'était la réunion publique qu'on avait organisée au Geyser à l'annonce de la fermeture de poste à Burlot. Je me souviens d'un débat houleux avec des enseignants
qui n'étaient pas d'ailleurs de Bellerive, des représentants d'organisations syndicales qui étaient bien loin de la ville de Bellerive, et qui nous expliquaient par A plus B que quand on est dans ce cas-là, il faut manifester, il faut aller sous les fenêtres de la DAZEN, il faut crier, il faut faire du bruit, il faut taper avec les poings, et patati patata. Et nous, on a choisi une autre méthode, et c'est ce que j'avais expliqué à ce moment-là. Plutôt que d'aller ramer sous les fenêtres de la DAZEN, eh bien on a décidé d'agir. Agir, c'est ce fameux programme que Françoise vient de nous présenter, redynamisation d'école de la République, et en tous les cas, si vous me permettez, au-delà du blablabla de il faut qu'on y a qu'à, le résultat aujourd'hui, plus 19 gamins, alors qu'on nous annonçait moins 31 enfants sur nos écoles. Eh bien, je crois que, j'espère en tous les cas, et je suis prêt à mettre à disposition tout notre dispositif pour celles et ceux qui pourraient être intéressés quand ils voient, et aujourd'hui c'est monnaie courante dans les écoles de l'Allier, on voit qu'il y a un certain nombre d'interrogations sur la baisse des effectifs, mais la baisse des effectifs, elle est due à un certain nombre de choses, et en tous les cas, il faut de temps en temps, plutôt que de crier, il faut savoir écouter, et puis adapter, et faire en sorte que cette école de la République, pour un certain nombre de parents qui se sont tournés de cette école, eh bien, reviennent. Et là, on a eu un travail qui était extrêmement efficace, et d'ailleurs, ça s'est porté sur les écoles maternelles, puisque nous avons rencontré des parents avant l'entrée en école maternelle, qui ont ce choix d'orientation privé-public. Et quand on leur a fait la démonstration et l'explication que l'école de la République à Bellerive est une belle école, comme l'école de la République en règle générale, qu'on sait faire ça, qu'on sait faire ça, qu'on sait faire plein de choses, et qu'on sait y compris s'adapter et ouvrir nos horaires d'accueil périscolaire, puisque aujourd'hui on accueille les enfants 5 jours sur 7, de 7h30 à 18h30 tous les jours. Et donc, en apportant toutes ces réponses-là, eh bien, les résultats chiffrés sont là. Et je pense que l'année prochaine, on va peut-être aller taper à la porte de l'éducation nationale pour regarder, apporter une réflexion sur peut-être un poste supplémentaire en école maternelle, puisque c'est là où on a les résultats les plus probants. Et vous savez très bien comme moi que les gamins qu'on a pris en plus dans l'école maternelle, ils vont bien évidemment se retrouver demain dans les écoles élémentaires. On a la capacité, ça fait 27 élèves, ça fait plus d'une classe. On va se commenter en CP dans 3 ans. Donc c'est pas neutre, hein. Oui, monsieur Grèce, je vous écoute. Une réflexion et une question. Une réflexion, effectivement, je pense qu'on peut se féliciter d'avoir réussi à commencer à inverser la tendance. Mais on est très loin du bout du chemin, parce que si on regarde les chiffres un petit peu plus en détail, on voit que malgré les 19 élèves supplémentaires, on est quand même toujours, même si on les compte, à 73 élèves de moins par rapport à l'année 2020-2021, où on a une baisse importante tous les ans, et on pourrait rechercher les chiffres précédents. Il faudrait voir si la baisse a commencé là ou si elle a commencé un peu plus tôt. Et donc, certes, 19 élèves, c'est très bien. Et l'idée n'est pas de critiquer ça, il y a des efforts qui ont été faits, et des campagnes de communication, et un travail sur l'accueil périscolaire et autres qui était bien nécessaire, et c'était une très bonne chose de le faire, mais nous sommes toujours à 73 élèves de moins que ce que nous avions en 2020-2021 sur nos écoles primaires, et donc ça vient interroger malgré tout sur l'attractivité de notre territoire pour ce type de population, c'est-à-dire les familles avec de jeunes enfants. Ça, c'est la première. Si je peux me permettre, je vous avais montré, je ne sais plus, je crois que c'est l'an dernier, à notre conseil municipal, la carte des baisses d'effectifs. Donc, c'était national. Les seuls pays qui prenaient, les régions qui prenaient les enfants, c'était Mayotte, et je crois que c'était plus la Réunion, voilà. Tous les autres départements étaient en rouge clair, en rouge foncé. Il y avait une baisse nationale. Bien sûr. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement sur Bellerive, c'est absolument national, à part Mayotte. Tout à fait. Mais je ne nie pas cette baisse, j'ai mis en miroir des politiques d'attractivité et des programmes d'attractivité qui nous sont présentés. Ma question, c'est sur un autre chiffre dont vous n'avez pas parlé du rapport, qui est la baisse importante, je pense qu'on peut la qualifier d'importante, du nombre d'élèves inscrits à la restauration scolaire. Puisque vous l'avez dit, on a 19 élèves supplémentaires dans nos écoles primaires, et on a 19 élèves, même chiffre, mais en moins, inscrits à la restauration scolaire. Donc j'aimerais savoir si vous pouviez nous donner votre analyse. Enfin, je termine. Nous donner votre analyse sur cette baisse, d'autant plus que, et là c'est pour valoriser le travail que je dis ça,
on a fait des investissements importants sur la qualité de la nourriture, sur la cuisine centrale. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Donc comment est-ce qu'on explique cette baisse et en ce qui nous concerne, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça peut être corrélé à la question du prix qui a été augmenté, tel que nous on le voit sur le terrain. C'est pas une question de prix. Vous savez que l'an dernier, on a mis en place une politique d'aller chercher, se faire rembourser les dettes cantines. Donc à ce propos, les dettes cantines, les enfants, quand on vient les inscrire en périscolaire à la cantine, on regarde si au niveau, ils sont à jour au niveau des factures. Ce qui m'amène à vous dire qu'au 1er septembre 2023, on a payé, il y en avait 25 000 euros sur l'année. Au 1er septembre 2024, on est à 5 000 euros. Et dans ces 5 000 euros, vous avez des enfants qui ne vont pas à la cantine. Ils ont des dettes. Donc si on enlève les dettes sur ces familles-là, on a à peu près 900 euros de dettes. Donc les enfants qui manquent au niveau de la cantine, ce sont des enfants qui ne sont pas à jour au niveau facturation. Donc ces 19 enfants sont des enfants... En contre, il y en a d'autres. Vous seriez dire sur les 19 Non, c'est un élément qui fait que les enfants ont une baisse au niveau de la cantine. Et puis en général, le premier mois, les parents s'adaptent. En règle générale, il y a toujours une baisse effective le premier mois parce que là, ça a été arrêté au 10 septembre. Donc tous les enfants n'ont pas pris le rythme, les parents n'ont pas pris le rythme d'inscrire ou non les enfants. On va faire simple. On a décidé de changer de méthode. Vous savez, il y a une méthode avant qui consistait, moi j'ai tiré la sonnette d'alarme quand on m'a annoncé 100 000 euros de dette sur la cantine. 100 000 euros de dette sur la cantine. Entendez? Cantine et périscolaire. Cantine et périscolaire. 100 000 euros de dette. Des familles qui avaient décidé de ne plus payer. Et à un moment, on a laissé glisser. On a laissé glisser, on a fait des relances où on était payé, où on n'était pas payé. Et vous savez ce qu'on faisait d'habitude? D'habitude, on augmente les prix. Et puis il y a les familles qui payent au détriment de celles qui ne payent jamais. Et donc on a décidé à un moment de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc il y a eu un énorme travail de sensibilisation, où on a écrit à des familles en disant vous avez des dettes avec la ville de Bellerive en ce qui concerne la cantine. Si vous ne mettez pas en place un échéancier, nous ne prendrons plus les enfants. Et donc, il y a eu des contacts qui ont été pris avec les familles, il y a eu un vrai travail de relations humaines, de relations humaines entre les services de la ville de Bellerive et les familles concernées. Et puis les services de la trésorerie. Et là aussi, les services de la trésorerie, puisqu'on a associé à ça les services de la trésorerie, puisqu'on avait un énorme trou dans la raquette, autant on faisait le travail parfois, mais au bout, on arrive, autant le travail de recouvrement était fait par la ville de Bellerive, mais à un moment, la limite de nos possibilités s'arrête à un point A, et c'est ensuite la trésorerie qui prend la suite. Donc on a travaillé de concert avec les services de la ville, les services de la trésorerie et les parents, avec un objectif, c'était de recouvrir l'ensemble de ces dettes. Puisque, encore une fois, on a, et c'est comme partout, dans un village gaulois, il reste toujours des récalcitrants très compliqués, mais en tous les cas, en règle générale, les familles, on a mis en place des échéanciers, on a mis en place un certain nombre de choses pour ne pas étrangler les familles non plus, mais il y avait quand même une règle fondamentale, c'est qu'il fallait faire preuve de bonne volonté pour payer et amorcer un remboursement. Pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans cette démarche, on partage tout. En tous les cas, moi je veux j'arrête à un moment d'aller faire la poche de celles et ceux qui payent bien au détriment de celles et ceux qui n'ont décidé de ne pas payer. Et j'en veux pour preuve, parce qu'on pourrait penser que c'est parfois les familles les plus défavorisées, on a vu des cas où des gens sont venus nous faire des chèques de 2 000 euros, de régler la totalité de la facture. Donc vous voyez, parce que on n'était certainement pas assez agressif dans notre demande de recouvrement, et puis les gens laissaient courir en disant, bon, de toute façon, on a décidé de changer, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on est au plus bas de ce qu'on peut imaginer en dette autour de la cantine. On a harmonisé le bénéficiaire de la CAF et celui qui était titulaire des factures. Puisque M. Dupont, s'il est titulaire de la CAF, M. Durand, si la facture est en de M. Durand, il n'y a pas de recouvrement en CAF. Donc dès l'instant où on est inscrit à la cantine scolaire, la CAF et le titulaire de la facture. Il y a eu un énorme travail. C'était très technique parce que là aussi, on avait des petits malins qui avaient trouvé la faille dans le système. Et justement, ce dispositif-là. Donc il y a un moment, on a essayé de fermer un maximum de portes pour que
tout à chacun règle ce qu'il a à régler par rapport à la collectivité. Il ne faut quand même pas oublier que de l'autre côté, il y a un accompagnement du CCAS. Hein. Donc ça veut dire que non seulement on a l'accompagnement du CCAS, mais à un moment on ne paye pas ses factures. Donc à un moment, pour nous, c'était à double peine. Donc là aussi, il y a eu un vrai objectif de reprendre le chemin du bon sens sur ces logiques-là. Donc pour vous, de ce que j'entends, puisque vous disiez que vous avez utilisé 2 fois le terme des gens qui décident de ne pas payer, non pas qu'ils seraient contraints ou qu'il y aurait d'autres difficultés. Donc pour vous, tous les recouvrements, notamment ceux qui seraient éventuellement encore en souffrance, sont principalement donc des gens qui décident de ne pas payer, et pas des gens qui n'ont pas les moyens. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a un certain nombre de gens qui ont décidé de ne pas payer, mais encore une fois, peut-être la faute aussi à nous, parce que nous n'avons pas été assez insistants sur le recouvrement. Donc là, maintenant qu'on l'est, on voit qu'il y a des résultats. De l'autre côté, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les familles qui sont le plus en difficulté, les échéanciers sont adaptés à la difficulté de la famille. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'on fasse preuve de bonne volonté et de dire à un moment, le tout gratuit, non, ça n'existe pas. En tous les cas, pas là. Et encore une fois, moi, je veux sortir de cette logique qui était tellement facile de se dire, on augmente le tarif, parce que vous avez 95% des gens qui payent tout, qui payent très bien. Et puis les 5% qui restent, on va compenser en augmentant les prix. C'est pas ma méthode. C'est exactement la même méthode qui a justifié aujourd'hui de l'accompagnement du CCAS, où on a décidé avec le CCAS, et notamment sur le sujet de la cantine, d'apporter une aide majeure à celles et ceux qui se lèvent le matin, qui vont travailler et qu'on appelle les travailleurs modestes ou les travailleurs pauvres. Parce que ceux-là, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'aller bosser le matin. Et je souhaite, et nous souhaitions dans cette équipe, que nous leur apportions la plus grosse aide. Parce qu'eux, ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai eu des familles où on m'a dit, monsieur le maire, quand on a payé le loyer de la maison, qu'on a payé la cantine pour le gamin, le SMIC de ma femme, il est parti. C'est pas juste. Ça n'est pas juste. Et on a essayé de mettre en place des solutions pour faire en sorte de régler cette injustice. Et moi, je suis très fier aujourd'hui de dire qu'à Berlin, celles et ceux qui sont les mieux accompagnés sont les travailleurs modestes et les travailleurs pauvres. Je vous pose une dernière question. Est-ce que quand vous avez décidé de mettre en place cette politique, pour reprendre vos mots, plus agressive sur le recouvrement des créances, ce qui, je ne dis pas du tout, il est normal que les dettes soient payées, qu'elles soient vis-à-vis du privé, des banques, vis-à-vis de l'État, des collectivités. Est-ce que vous avez accompagné cette politique donc de changement un petit peu vous avez qualifié de plus agressive? Est-ce que vous l'avez accompagné aussi d'une vigilance particulière et d'un suivi pour s'assurer que dans le cas où des familles, non pas ne décideraient pas de ne pas payer, mais ne pourraient pas, ou seraient dans des difficultés réelles, quand même elles auraient envie de faire preuve de bonne volonté, soient accompagnées, et notamment un suivi du fait que des élèves qui ne seraient plus acceptés à la cantine parce que les parents n'ont pas payé, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne pourraient pas, pour quelconque raison de leur situation, ces enfants ne se retrouvent pas, je dirais, à la rue, entre guillemets, ou en tout cas devant les portes de la cantine à regarder leurs amis manger, leurs parents ne pouvant pas payer. Est-ce que ça a été vérifié au cas par cas, pour qu'il n'y ait aucun trou dans la raquette? Première étape. Comme je vous l'ai dit, il y a des dispositifs de recouvrement qui sont adaptés, on met les échéanciers. Enfin, deuxième réflexion, dans ce merveilleux, dans cet extraordinaire pays qu'est la France, personne n'est au bord de la route, cher monsieur. Si demain, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent bénéficier d'un certain nombre de dispositifs d'accompagnement et on les oriente vers notre CCAS, qui va accompagner ces familles qui sont le plus en difficulté, soit parce que, vous l'avez entendu comme moi, c'est paru dans la presse cette semaine, il y a des gens qui ont un certain nombre de droits en matière de prestations, qui ne les demandent pas, qui ne sont pas au courant. Donc c'est tous ces dispositifs d'accompagnement qu'on va mettre en place. Mais dans ce beau pays qu'est la France, personne n'est au bord de la route. On ne meurt pas de faim dans les écoles de la République. On ne meurt pas de faim dans la rue. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a des solutions, il y a des dispositifs, on essaie de les mettre en place et ils sont mis en place. Et on assure le suivi. Bien sûr, le CCAS, j'ose imaginer, le CCAS fait son travail, il fait très bien son travail là-dessus. Je pense que personne n'a jamais eu rien à redire de l'excellent travail social du CCAS. Un certain nombre de dispositifs, épicerie solidaire. Le conseil départemental qui peut assurer de l'aide à la cantine. Merci. Oui, juste une petite réflexion sur les effectifs. Donc, moi, je me félicite aussi de la remontée dans les écoles primaires notamment.
Par contre, c'est juste, et c'est pas lié à la ville de Vellery, mais c'est lié à l'État. Juste, parce que vous avez quand même dit qu'il y avait plusieurs méthodes et qu'une des méthodes qui consistait quand même à aller râler sous les fenêtres de l'éducation nationale était la bannir. Moi, je constate quand même que du coup, si on laisse faire, là pour le coup, par exemple, sur l'école Biolo, qui donc est la seule école à qui on a supprimé une classe, ben, en fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, c'est-à-dire que l'année dernière, on avait une moyenne de 23-14 pour une classe. Là maintenant, on a 7 classes. Non, pardon, une moyenne d'élèves de 21 élèves par classe, alors que là, on est à 23-14, on a baissé d'une classe, et c'est vrai que quand on supprime un poste, il est très très rare qu'on puisse remonter les effectifs. Et donc j'espère qu'effectivement, l'école maternelle sera un appel, en tous les cas, et que les élèves vont rester. Alors on sait très bien que le basculement dans le privé, c'est surtout à ce moment-là. Et donc du coup, voilà, je veux dire, l'État est responsable de ces choses-là. À force de taper sur le service public, et là on va taper encore plus fort, et l'éducation nationale et la santé vont prendre un coup sur la tête, bah, une suppression de poste dans une ville de Belgrade, alors vous n'êtes pas responsable, on est d'accord, on est aux affaires, ça aurait été la même chose. Mais quand même, je pense que les communes doivent tenir la dragée haute à l'État, et notamment à l'éducation nationale, sur ces suppressions de postes, parce que comment vous voulez continuer à faire aujourd'hui un enseignement de qualité quand les effectifs vont monter, et ils vont monter sans obligatoirement. La jeunesse n'est plus la même qu'il y a un certain nombre d'années, et il faut mettre en place des pédagogies qui sont énergivores, à la fois pour les enseignants, et puis sur les méthodes. Les méthodes pédagogiques doivent évoluer. Pour ce faire, on ne peut plus travailler comme on travaillait avant, et c'est vrai que quand on approche de 25 élèves par classe, même en primaire, ça devient compliqué. Et il faut l'avoir à l'esprit. Je ne dis pas, mais je pense que les villes doivent à un moment donné s'engager un peu plus, et effectivement, c'est des bras de fer, c'est compliqué, mais voilà, c'est important, parce que là on le voit très clairement sur le tableau. On a baissé, les moyennes en classe ont augmenté, et donc du coup on est à une classe en moins. Merci monsieur Bonjean. Nicolas, tu voulais peut-être rajouter un peu? Oui, juste réagir à ce que vient de dire M. Bonjean. Oui, il nous arrive aussi d'aller sur le terrain défendre contre des fermetures de classes qui nous paraissent scandaleuses, qui conduisent parfois à fermer l'école d'un village. Moi, ça m'est arrivé. Je prends l'exemple aussi du Vernet. Je suis allé l'année dernière, parce qu'ils voulaient fermer une classe parce qu'il manquait 2 élèves. Il y a des cas qu'on arrive à défendre, à expliquer. La DAZEN écoute nos arguments. Là, Burlot, moi je le regrette, j'aurais préféré qu'on maintienne la classe à Burlot, hein, tout le monde aurait été gagnant. Hein. Mais c'est vrai que c'était compliqué, il y avait 25 élèves en moins depuis 4 ans, donc ça faisait l'équivalent d'une classe. Mais il ne faut pas se désespérer, on a réouvert une classe à Burlot il y a quelques années, avec les arrivées de maternelle qui arrivent. Donc voilà, là c'était très compliqué à défendre le dossier de Burlot, on l'a essayé, on a expliqué qu'il y avait des enfants qui avaient présenté un certain nombre de spécificités. Voilà, les enfants allogènes, les enfants en situation de handicap, on y est arrivé. Par contre, on a été, si effectivement il y a une évolution des effectifs pour l'année, où effectivement les nombres d'enfants par classe est vraiment trop important, l'éducation nationale nous avait bien pris un engagement. un soutien. Il y a un soutien aussi fait pour les enfants allogènes aussi, allophones, pardon. Ça s'illumine. Donc voilà, il y a quand même quelques mises en compensation, mais on ne dit pas effectivement les écoles et on se bat. Il faut les défendre et je partage. Ayant été un élève de l'école de la République, et bien, on peut la défendre avec force. Oui, c'est vrai qu'on le voit bien entre Burlot et Malzerman, en fait, on est quasiment sur les mêmes moyennes. En fait. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, pour avoir été aussi défendre les effectifs du collège au rectorat, même les services administratifs du rectorat sont très emmerdés avec tout ça, en fait, parce que c'est des règles qui tombent en haut, hein, et du coup, ils ont une enveloppe, et il faut diviser, et on sait qu'on va faire une compte, on est heureux. Donc, du coup, mais ça veut dire que plus on va presser le service public, et plus on va tenir en disant on a du déficit, parce que c'est ce qu'on entend. Et moi, je suis très inquiet. On entend qu'on va pressuriser, parce qu'il faut effectivement diminuer les coûts de fonctionnement, et notamment sur les fonctionnaires. Donc, là, moi je pense qu'il y a un vrai combat à avoir.
Mais Je m'en ici parce que c'est le seul endroit le combat, où, en effet, on peut se faire un peu entendre. Donc du coup, voilà, je profite de ce moment-là pour le faire. le combat, M. Grosjean, on est d'accord. Moi, quand on part sur la philosophie et l'idée de la redynamisation de l'école de la République, c'est déjà pour casser des mythes. Quand on discute avec ses parents, avec ses futurs parents qui doivent emmener leurs enfants dans les écoles, parce que ils ont une image de l'école de la République qui est catastrophique. Donc il faut déjà casser ce premier mythe. Et vous savez quelle est notre principale difficulté? On les a, les enfants à Bellerive, qui pourraient alimenter nos écoles de la République. Il nous en manque 120 exactement. 120 gamins qui ne sont pas dans les écoles de la République. Eh bien, si on arrive à inverser un peu cette courbe, on va retrouver, en matière économique, on appellera ça le plein emploi, et demain, on retrouve le plein école de la République. Parce qu'en fait, il y a des parents qui ont fait le choix d'aller mettre leurs gamins dans d'autres structures, et notamment dans le privé, où les gamins sont 30 par classe. Ça pose un problème à personne. Alors que... Si, ça pose des problèmes aux enfants. Non, mais ça pose un problème aux enfants, c'est bien d'accord. Ça pose des problèmes aux enseignants et aux enfants. Mais second genre, c'est ça la différence. ça cause, qu'on dit, ça cause pas de Bah, problème ça, aux parents. on n'est pas obligé de le voir d'ailleurs. Ça cause pas de problème aux parents. Ce que je veux dire, c'est, elle est là, mon interrogation. Et quand vous disiez tout à l'heure tenir la dragée haute à l'État, eh bien c'est tenir la dragée haute par le résultat. Et moi demain, comme le disait très bien Nicolas, parce qu'on aura des chiffres positifs, eh bien je serai d'autant plus à l'aise pour aller tenir la dragée haute à la DAZEN et lui dire maintenant, on a fait un travail en profondeur pour la redynamisation de l'école de la République. Vous n'avez pas d'autre choix par rapport à ce travail de mettre les effectifs en place des nouveaux arrivants dans les écoles. Oui, j'entends, moi j'ai ces discours. Bon, je veux dire, et pourtant je ne suis pas dans la majorité, mais ces discours que j'ai tenus en parlant de la ville de Bellerive, je veux dire, à Clermont, sur les effectifs du collège, pour qu'il n'y ait pas de classe supprimée, en disant oui, il y a du travail qui est fait dans la commune, il y a du travail qui est fait, des investissements qui sont produits dans les écoles, etc. Mais vous continuez de supprimer les classes, et ça ne va pas. Enfin, je veux dire, et à un moment, on ne peut plus être uniquement dans la posture de dire bah, c'est vrai, on comprend, enfin voilà, c'est compliqué. Non, il y a un moment donné, dire bah, je ne suis pas d'accord. Et ça n'engage que moi, c'est un combat que j'ai fait tout seul avec les enseignants qui étaient là. Ça n'a pas changé la face du monde. Mais au moins, je veux dire, voilà. Et moi, je pense que c'est pour ça que je reviens là-dessus. Quand on dit à un moment donné, il y a d'autres méthodes, ouais, mais il y a aussi cette méthode. À un moment donné, de dire bah, là, non, nous, élus de la République, nous ne sommes pas d'accord avec cette chose-là et de le faire savoir. Voilà. Et pas seulement de chercher. Voilà. Il y a des moments où il faut aussi poser des actes. Et voilà, je pense que c'est important. Vous avez raison, mais encore une fois, regardez la trajectoire de l'éducation nationale, moins 31, ils sont droits dans leur botte, hein. Ils annonçaient moins 31 encore. Donc ils étaient partis sur une logique, on leur a fait la démonstration qu'on peut inverser la courbe. On doit inverser la courbe. C'est ça, c'est qu'ils sont obligés de le faire au mois de janvier, mais ils ne savent pas au mois de janvier combien il va y avoir d'élèves en juin. Hein, c'est cette grande machine qu'on appelle l'éducation nationale qui fonctionne comme ça. Alors qu'en fait, les gens qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les directeurs de classe, les gens savent très bien ce qui va se passer. Ils savent très bien que, parce que il y a des flux, ils savent que telle famille va s'installer, que voilà. Et ils le disent, c'est pas faux de ne pas le dire. Mais voilà, à un moment donné, il faut faire des divisions et il faut rentrer dans un budget. C'est ce que vous faites aussi. Hein. Vous savez, des fois, quand vous avez une enveloppe, vous dites vous-même qu'on ira pas au-delà. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Il y a à un moment donné, là aujourd'hui, très clairement, sur les budgets qui arrivent, au niveau national, c'est clair que c'est ce qu'on entend, la petite musique qui va consister à réduire le service public, aussi bien dans les hôpitaux que dans les écoles. Très bien. Est-ce qu'il y a des abstentions par rapport à cette délibération? C'est au point acte. Très vite, avant de vous libérer, je voudrais quand même vous donner, vous faire un petit point sur les grands projets de notre commune, notamment pour la maison des associations, l'avenue de Vichy, la place de la Source, les Magnolias, l'église et la rénovation énergétique. Mais la rénovation énergétique, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc pas la peine d'y revenir. En tous les cas, sur la maison des associations, on va passer à la phase de la pose des huisseries. Et puis, une fois que les huisseries auront été posées, eh bien, on va commencer la phase. Alors, il y a pose des huisseries, on est en train de commencer à travailler sur les aménagements intérieurs. Hein, on commence à démonter, il y a du démontage qui se fait dans la maison des associations. Et là, on va pouvoir enfin voir l'effet concret de la rénovation de cette maison des associations, puisqu'on va rentrer dans la phase où on va poser la façade extérieure.
L'isolation d'ailleurs devrait commencer en novembre, hein, si j'ai bien compris la trajectoire des services techniques. Sur l'avenue de Vichy, bon, ben, vous avez vu, l'avenue est rouverte à peu près à 80%. Il nous reste aujourd'hui à terminer le cœur de ville jusqu'au rond-point de la République. Je préfère le dire parce qu'aujourd'hui, on a aussi, sur ce chantier-là, qui va peut-être se télescoper avec un autre gros chantier de notre agglomération, c'est la rénovation du Sporting. On risque de prendre quelques semaines de retard sur le chantier, puisqu'à un moment, il y aura des livraisons importantes pour le Sporting, et ça nécessite une réorganisation, en tous les cas une certaine agilité, mais les entreprises qui travaillent sur l'avenue de Vichy sont habituées à ça. Et en tous les cas, on commence très sérieusement à voir les premières grandes lignes de l'aménagement de cette avenue de Vichy, qui est rouverte aujourd'hui à 80% jusqu'à chez Boli. Il ne devrait pas y avoir plus de mois de retard. Pas plus d'un mois de retard sur l'agglo. Entre l'avenue de Vichy et le Sporting tennis, hein, je précise. Sur la place de la Source, on vient de notifier les marchés aux entreprises et on devrait démarrer là aussi ce deuxième grand projet de notre commune dans le courant novembre de cette année. La villa des Magnolières, vous avez vu, la façade de la villa, la toiture de la villa est terminée. Vous voyez à côté, les entreprises sont en train de travailler sur cette fameuse annexe. Cette fameuse annexe, je vous rappelle, hein, l'objectif de cette annexe, incuber un commerce. Donc là, la collectivité, une fois que ce commerce sera terminé, où on a une surface commerciale de 50 mètres carrés au rez-de-chaussée et 50 mètres carrés à l'étage qui sont en appartement, ça veut dire qu'on peut proposer un futur porteur de projet, et bien d'avoir son commerce en rez-de-chaussée et son habitation à l'étage, ou si, voire plus grand, utiliser en tous les cas l'étage comme commerce. En tous les cas, l'idée là, c'est vraiment de mettre le pied à l'étrier de futurs commerçants de proximité qui pourraient venir s'installer dans notre commune à travers ce projet annexe de la villa des Magnolières. On l'a dit tout à l'heure sur la toiture de l'église, on vient de l'apprendre, hein, les travaux de désamiantage devraient démarrer le 21 octobre. Et là, ça va nécessiter qu'on s'organise un peu par rapport à l'église pour, en tous les cas, les fêtes de Toussaint. Et alors c'est vrai que vous ne l'avez pas noté, mais c'était la bonne nouvelle de cet après-midi, et je l'avais gardé aussi pour la fin, mais c'était dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Le directeur des services techniques m'indiquait, vous avez vu tout à l'heure, hein, on parlait d'une enveloppe de 50 000 € de maîtrise d'œuvre pour accompagner ce projet de rénovation énergétique des bâtiments publics. Et bien l'ADEME vient de nous donner une subvention de 35 000 €. Ce qui veut dire qu'on aura encore 35 000 € à repasser en DM à la fin de l'année. Ça, c'était la bonne nouvelle, puisque l'ADEME, bien évidemment, dès qu'on travaille sur des rénovations énergétiques de bâtiments publics et qu'on va aller chercher d'importantes économies d'énergie, au-delà de 30%, et bien évidemment, on a plein de dispositifs qui viennent se greffer là-dessus, et donc qui nous permettent de dégager de la finance publique pour réorienter nos investissements. Voilà mes chers collègues ce que j'avais à vous dire ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous les internautes qui ont pris le temps de nous suivre et pour celles et ceux qui vont regarder l'équipe régionale Lyon. Bon match à toutes et à tous. Merci.